Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire un point sur le secteur du luxe avec les résultats de Richemont qui ont eu lieu le 16 janvier et qui ont surpris favorablement. Et on va voir ce que ça implique au niveau du secteur dans son ensemble. Mais avant, on va faire un petit point sur le PEA et sur le compte titre. Un petit point rapide, hein, parce que bon, il n'y a rien qu'à changer. Donc, on voit qu'on a une estimation du patrimoine global, compte titre plus PEA de 268 euros. Donc, ça se décompose bien sûr entre le PEA et le compte titre. Donc, on va déjà jeter un coup d'œil au PEA. Voilà, donc il est valorisé à 215 000 actuellement. Euh, voilà, donc c'est toujours les mêmes positions, il n'y a rien qui a bougé. Donc, voilà, tout est dit. J'ai toujours les mêmes positions. Maintenant, on va passer sur le compte titre. Donc voilà, comme vous le savez, je m'étais endetté pour pouvoir investir sur Schneider Electric en vue d'un investissement long terme qui doit me procurer plus de rendement que ce que me coûte le crédit. Donc pour l'instant, ça se passe correctement avec une plus-value de 5% pour l'instant. Donc voilà, je suis en bénéfice. Et on va voir où ça va nous mener tout cela, hein. Voilà, donc ça c'était pour le compte titre. Maintenant, on va parler du secteur du luxe avec les publications de Richemont qui ont eu lieu le 16 janvier et qui ont vraiment, on va dire, jeté un pavé dans la mare dans le sens où, on y reviendra, mais le consensus a été complètement bousculé et atomisé, on va dire. Et c'est pour ça qu'on a eu des mouvements assez vifs sur les marchés actions, notamment en ce qui concerne les valeurs du luxe. Mais ça, on y reviendra. Donc voilà, Richemont a publié ses résultats pour la période du troisième quarter chez eux. Faut savoir que eux, ils sont en décalé. Donc l'année, le premier trimestre chez eux, ça commence en avril. Donc là, le Q3 donc de octobre à fin décembre, ça correspond au Q4 chez les autres groupes en définitive. Donc voilà, ils sont en décalé, c'est pour ça que leur Q3 à eux, ça correspond au Q4 des autres. Mais là, les résultats qui sont présentés, c'est pour la période qui s'étend de octobre, novembre, décembre 2024. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Donc, on constate dans leurs publications, déjà, ils disent que c'est le plus gros trimestre en termes de chiffre d'affaires et que on a une croissance par rapport au trimestre de au même trimestre de l'année antérieure de 10%, donc 10% à taux de change constant et en données publiées. On constate des croissances à deux chiffres dans toutes les régions du groupe. Presque toutes les régions du groupe, sauf la région Asie-Pacifique, mais vraiment, voilà, tout ce qui est les autres régions, donc America, Europe et Japon, Middle East and Africa, on est à du plus 20%. Donc c'est quand même exceptionnel, hein, c'est vraiment exceptionnel. Et voilà, donc la performance a été tirée par la division bijouterie du groupe. Euh, Spécialiste watchmakers, c'est la division des montres. Donc bon, on a une contre-performance, hein. Et après, la division other, c'est tout ce qui concerne les, c'est l'équivalent en beaucoup moins prestigieux de la division mode et maroquinerie de LVMH, hein. Donc, Other, ça va concerner, eux, ils ont la marque Chloé, Azaya, euh, enfin, je vais vous montrer, hein, on va le voir ici. Donc, les maisons, voilà. Donc, Alaya, pardon, je dis Azaya. On a Chloé, Delvaux, c'est des marques de sac à main, je crois. Montblanc, c'est de la maroquinerie aussi. Et après, dans cette division-là, il y a tout ce qui est des plateformes de vente en ligne de prêt-à-porter aussi. Voilà. Donc on voit que cette division, elle a aussi bien performé, donc ça peut présager de ce que va être le résultat de la division mode et maroquinerie chez LVMH. Quoique c'est pas tellement comparable parce que faut savoir que cette division-là chez Richemont, c'est 12% des revenus, alors que LVMH, la partie mode et maroquinerie, c'est 50% du chiffre d'affaires. Donc c'est pas très comparable et c'est pas non plus comparable en termes
en termes d'image parce qu'ils n'ont pas des marques fortes comme, par exemple Louis Vuitton, Givenchy, des choses comme ça. C'est beaucoup moins prestigieux, on va dire. Voilà, donc on continue sur les résultats. Donc là, on a la croissance par région. Donc on voit très, très clairement, comme je vous disais, que toutes les régions, elles ont progressé de 20% environ, sauf bien sûr l'Asie-Pacifique qui est tirée à la baisse par la Chine. Voilà, après l'Asie-Pacifique, hein, c'est quand même une grosse, un gros pourcentage du chiffre d'affaires qui est réalisé là-bas. Donc on reste malgré tout pénalisé par cette contre-performance. Mais on voit très clairement que, on le voit dans le communiqué de presse écrit, la Chine, elle a fait moins 18% sur ce trimestre-là, mais ça a été épongé par d'autres régions de cette Asie-Pacifique qui ont compensé en partie la contre-performance de la Chine. D'ailleurs, ils disent bien que on a une faible demande persistante en Chine, mais que voilà, au cours du premier semestre, dans plusieurs pays de cette zone-là, on a eu une performance à deux chiffres, donc notamment le cas en Corée, Corée du Sud bien sûr, qui a porté la performance totale de la région à moins 7%, alors que la Chine, elle, est à moins 18% actuellement. Donc si on se concentre sur les États-Unis, ils nous disent, les Amériques, on voit que on a une forte demande des consommateurs locaux, notamment aux USA, et que toutes les divisions du groupe sont en croissance là-bas. Et c'est un peu le même principe en Europe. On voit que la performance, elle a été portée par la demande domestique et aussi touristique. Et ils disent que ça a été notamment une croissance notable en France, en Suisse et en Italie. Donc voilà, c'est quand même positif de voir que la France, elle a contribué quand même euh, à une partie qui a l'air significative de la croissance en Europe pour Richemont, alors que le contexte est quand même assez morose pour l'instant. Voilà, donc après pour tout ce qui est Middle East et Africa, on voit que les Émirats Arabes Unis, ils tirent leur épingle du jeu et ils se développent. Et que dans cette partie-là, on a aussi une forte demande touristique. Et pareil, au Japon, on a toujours les touristes chinois qui viennent se fournir et qui vont porter la croissance japonaise du chiffre d'affaires, mais aussi une demande domestique solide. Voilà, donc c'est des très bons résultats. Voilà, bon là c'est la même chose, mais avec les montants qui sont en euros. Voilà, donc on voit la progression aux États-Unis. Tout ça, ça nous fait du plus 10% comparé au même trimestre de l'année précédente, que ce soit à taux de change constant ou en données publiées. Voilà, donc là on a le détail par maison. Donc c'est vraiment la bijouterie qui a porté la croissance aussi, en plus de leurs activités parallèles. Mais bon, entre plus 14 et plus 11, c'est pas tellement différent, mais il faut savoir que voilà, leur branche Other, c'est 12% du CA, donc c'est pas significatif, même si la croissance de 11%, elle est importante. Au global, ce qui a vraiment porté euh, dans la balance, c'est vraiment la jewelry, qui est en fait la bijouterie, joaillerie, et qui représente 75% du chiffre d'affaires de Richemont. Donc voilà, c'est vraiment ce secteur-là qui a fait le gros de la croissance, le gros des plus 10%. Et voilà, bon, bien sûr, sur les montres, on est à moins 8%. Même s'il y a certaines zones de croissance, on a toujours une demande challenging, ça veut dire problématique, on va dire, en Chine. Et voilà, voilà, voilà. Donc là, ils disent que la branche Other, elle a été tirée par Alaya, donc je crois que c'est du prêt-à-porter. Peter Millar, je sais pas trop ce que c'est. Euh, Après, voilà, ils ont aussi dans cette branche des magasins de montres, je crois Time Valley, Watchfinder Co. Watchfinder, c'est une plateforme de vente d'occasion de montres, je crois. Ils ont quelques magasins physiques aussi. Mais voilà, ça a été en croissance, donc c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, voilà, la croissance par canaux de diffusion. Donc, on voit que tous les canaux de diffusion sont en croissance.
Donc pour vous faire un petit point, qu'est-ce qu'on appelle le direct to client? C'est le retail plus la vente en ligne. Le retail, c'est les boutiques qui sont en nom propre, donc ça va être Cartier, ça va être Van Cleef, toutes leurs boutiques quoi qui sont en nom propre. Et après le wholesale, c'est les ventes aux revendeurs spécialisés, donc c'est des boutiques multimarques et tout ça. Donc voilà, ben, tous les canaux sont en croissance. On voit que quand même la vente en ligne, elle a connu une forte progression. 17%, c'est quand même pas mal par rapport au même trimestre de l'année d'avant. Euh, et ça dans toutes les régions, hein. Donc après le retail aussi, il a connu une forte croissance. Le wholesale aussi une croissance mais plus faible. Après, il faut savoir qu'on considère que le direct to client et principalement le retail, c'est pour l'image de marque, c'est beaucoup mieux d'avoir des boutiques monomarques en nom propre plutôt que d'être vendu dans des boutiques multimarques, hein. Voilà. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que presque 80% de leurs ventes, c'est en monomarque ou en online. Voilà, voilà. Donc là, on a fait le tour, si vous voulez, des résultats de Richemont. En fait, ce qu'il faut retenir, en dehors du fait que c'est une performance qui est très bonne, hein, qui est un très bon trimestre pour Richemont, c'est que ce n'était pas du tout attendu par le consensus. Je vais vous montrer. Bah, par exemple, là, on a un article qui parle des résultats de Richemont sur BFM Business, là. Alors, attendez. Voilà, donc là, on voit que le consensus tablait sur, sur une progression de seulement plus 1%. Et là, on a une entreprise, donc Richemont, qui a publié une croissance sur ce trimestre de plus 10%. C'est en fait une différence énorme comparé à ce que prévoyait le consensus. Donc, qu'est-ce que ça... et en fait, cette différence, elle est pas que dans le bilan global, elle est aussi dans chaque différence de région, les maisons. Donc on voit par exemple que là, comme je vous ai dit, en Asie-Pacifique, ça s'est contracté de 7%, alors que le consensus attendait moins 14. Donc voilà, donc une différence de taille, hein. Euh, voilà les revenus qui ont progressé de 19% en Europe, alors que c'était attendu de seulement 6%. Donc voilà, comme on le voit, le consensus, il a été battu de tous les côtés. Et pas de façon marginale, de façon vraiment significative. Mais qu'est-ce que cela, ça nous dit en fait? En fait, voilà, bon, on a de très bons résultats, le consensus, il a été explosé, mais qu'est-ce que ça vient nous dire en fait du secteur? En fait, ça vient nous dire que le consensus, il s'est trompé clairement, parce que là, on n'est pas à 1, 2, 3% de différence, c'est des écarts des fois qui se, qui se chiffrent en dizaines de pourcents. Donc en fait, on a eu un consensus qui était beaucoup trop pessimiste sur le secteur du luxe. Et là, on a été vraiment surpris à la hausse, hein, si j'ose dire, avec, avec des résultats qui battent toutes les attentes. Donc voilà, en fait, on a eu un consensus qui était trop pessimiste et les résultats de Richemont du 16 janvier ont mis en fait un coup de pied dans la fourmilière et ont montré que le consensus n'était pas du tout adapté aux performances réelles en fait du dernier trimestre. Après, voilà, faut savoir aussi que c'est une vraie surprise dans le sens où sur les trimestres d'avant, on voyait pas d'amélioration notable comparé aux années précédentes. Je vais vous montrer ça. Alors attendez, c'est tout au fond. Voilà, par exemple sur le Q1, donc de avril à juin de 2024, eh ben on est à seulement plus 1% en données comparables et de moins 1% en données publiées. Donc c'est similaire, on va dire, à l'année précédente euh, de ce trimestre-là. Pareil, si on prend le Q2, eh ben on est sur des choses similaires à l'année dernière. Et c'est vraiment à ce Q3-là qu'on voit que ça n'a rien à voir avec l'année dernière et qu'on a eu une accélération soudaine, en fait, qui se traduit par du plus 10%. Donc ça a pris tout le monde de court parce que
si vous voulez, les quarters précédents ne montraient pas une hausse régulière qui aurait pu nous mener à des résultats anticipables tels qu'ils ont été présentés le 16 janvier. Donc en fait, ça a surpris parce que c'était pas dans la lignée des quarters précédents, si vous voulez. Euh, donc voilà. Après cette bonne performance, il faut quand même la nuancer parce que comme je vous ai dit, Richemont, ça reste ce qu'on appelle du hard luxury. C'est tout ce qui est ben, les montres, la joaillerie, la bijouterie. Alors que voilà, pardon, LVMH, c'est on va pas dire. Oui, si, on va dire. LVMH, c'est principalement du soft luxury, c'est tout ce qui est mode et maroquinerie, donc les vêtements, les sacs à main, tout ça, c'est ce qu'on appelle du soft luxury. Et ça représente chez LVMH 50% du chiffre d'affaires. Donc voilà, on peut pas non plus transposer la performance de Richemont à celle que va être LVMH, même si on a vu que la division mode et maroquinerie de Richemont a aussi été en croissance. Euh, Ça présage pas trop de ce qui va se passer chez LVMH parce que LVMH c'est quand même 50% du chiffre d'affaires alors que ça représente 12% chez Richemont. Après voilà, LVMH ils ont aussi une division joaillerie avec Bulgari, Tiffany et tout ça. Donc voilà. Après bien sûr ça reste positif, hein. Bien sûr, je pense que aussi chez LVMH on va être surpris à la hausse. Mais voilà, il y a ces petites différences-là de catégories de luxe qui sont pas les mêmes, qui sont aussi à prendre en compte. Et voilà, donc ce qui va être aussi important à voir dans les résultats de LVMH, ça va être la division parfums et cosmétiques. Donc les résultats de la division parfums et cosmétiques, qui eux vont nous indiquer la performance, euh, nous donner du moins une indication de la performance de L'Oréal, qui doit publier, je crois, en février ses résultats annuels. Donc si on a une bonne performance de la division parfums et cosmétiques chez LVMH, ça voudra dire que chez L'Oréal, on aura aussi, je pense, des bons résultats annuels tirés par le dernier quarter de octobre à décembre. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, ce qu'il faut retenir en gros, c'est que sur le secteur du luxe, il y avait un consensus qui était bien trop pessimiste et un consensus qui n'a pas vu venir ces résultats du fait que les quarters précédents, ils étaient, on va dire, flat. Donc ça a été une surprise. On peut dire que les fêtes de fin d'année, elles ont été très porteuses, parce que c'est ça aussi qui a porté la performance. Et maintenant, ben, les yeux vont être rivés sur ben, déjà Burberry. Je crois que Burberry il publie le 24, et au-delà de Burberry, il y aura LVMH le 28 janvier. Et donc dans la foulée, on a vu bien sûr des analystes mettre à jour leurs recommandations sur LVMH à la hausse suite à tout ça. Et voilà, donc au final, c'est toujours un peu la même chose, c'est toujours les signes noirs, hein, donc les événements qui sont inattendus, qui font bouger le marché de façon notable, hein, parce que euh, je me rappelle le 16 janvier, là, au jour où il y a eu ces publications de résultats, LVMH, il a fait du plus 8%. Donc voilà, c'est toujours les signes noirs qui font les mouvements, et par contre, là, vous voyez au niveau des résultats, donc ça, c'est une annonce de résultat qui a fait bouger le cours de 17%. C'est Richemont, par exemple. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions à poser en commentaire, j'y répondrai. En tout cas, bah, moi, je me félicite de cette bonne performance de Richemont parce que ça, je pense que ça présage quand même un bon dernier trimestre pour LVMH et L'Oréal. Donc c'est cool parce que comme je suis actionnaire, bah, c'est bénéf, on va dire. Après voilà, faut attendre, hein, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais c'est très positif et ça a explosé les attentes. Voilà. Bon ben merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao!